Pourquoi la vie est-elle aussi chère en Israël ? Ici Eliana Gurfinkiel de Studio Kalita. Ma Corée, c'est le podcast pour mieux comprendre Israël et le monde juif. Le coût de la vie en Israël, ces quelques mots sautent au cœur de toutes les conversations depuis quelques mois. La hausse des prix en Israël, un plan concocté ces derniers jours par les experts du ministère des Finances. La hausse des prix n'épargne aucun domaine. Pain, électricité, produits laitiers et même les couches. Le consommateur israélien la ressent de plus en plus. Nous commençons ce journal par le plan économique présenté hier soir par le Premier ministre israélien Naftali Bennett. Ce n'est pas la première fois que c'est le cas. Été 2011, les Israéliens se mobilisent pour condamner la hausse attendue du prix d'un produit de première nécessité, le pot de cottage. Cette première protestation entraîne un mouvement plus vaste de manifestations contre le coût de la vie, avec comme point fort l'installation de tentes sur le boulevard Rothschild de Tel Aviv, l'équivalent d'une avenue Mozart parisienne. Le peuple exige de la justice sociale. Pour la première fois depuis longtemps, la presse israélienne ne parle plus des différentes menaces sécuritaires qui entourent le pays, mais du coût de la vie en Israël, particulièrement de la difficulté pour les jeunes couples d'acquérir un bien immobilier. Ces grandes manifestations vont entraîner la création d'une commission dirigée par l'économiste Manuel Trachtenberg. Et pendant 2 mois, 14 experts vont débattre des raisons de la vie chère en Israël et au final vont proposer 138 réformes afin de faire baisser les prix. Aujourd'hui, 11 ans plus tard, le coût de la vie ici est toujours très haut. 37% plus cher en moyenne que les autres pays de l'OCDE. Cette fois-ci, il faut mentionner la crise sanitaire de la corona ainsi que la guerre en Ukraine qui ont entraîné une inflation mondiale. À la veille des élections pour la 25e Knesset, que comptez-vous faire contre le Yoker HaMechia, la cherté de la vie, est la question la plus posée à tous les politiques. Mais pourquoi ? Pour le prix d'un yaourt liégeois acheté à Netanya, on peut en acheter 4 à Paris. Comment se fait-il que la ville de Tel Aviv a été couronnée ville la plus chère au monde l'année dernière par le magazine The Economist ? Et pourquoi la même étagère Billy de chez Ikea coûte en moyenne 30% plus cher à Haïfa qu'à Marseille ? J'ai décidé de me tourner vers Yael Ifra pour mieux comprendre les raisons de ces prix. Elle est conseillère parlementaire à la Knesset et est spécialiste en questions d'économie, en particulier celles liées à la consommation. Yael Ifra, pourquoi la vie est-elle si chère en Israël et est-ce que l'on peut pointer du doigt des responsables ? C'est une question qu'on me pose très souvent. Évidemment, il y a plusieurs facteurs qui viennent expliquer le coût élevé de la vie en Israël, mais le principal d'entre eux, l'explication qui est évidemment celle qui est la plus pertinente, c'est qu'en Israël, il y a un trop petit nombre de sociétés, d'entreprises qui sont actives sur le marché et qu'il n'y a pas suffisamment de concurrence et que l'État entretient et a mis en place et à la fois maintient tout un système protectionniste pour pouvoir permettre à ces entreprises de ne pas être dérangées dans leurs arrangements de marché. Il y a un grand nombre de monopoles et un grand nombre de cartels et un système d'entente sur les prix qui fait que le consommateur est totalement bloqué. Et dernier facteur, il n'y a aucune culture consommateur en Israël et les acheteurs sont complètement dépourvus quand il s'agit de savoir combien quelque chose devrait coûter, combien un produit devrait coûter. Est-ce que on peut agir pour faire baisser son prix ? Ils ne sont ni défendus ni entendus. Et c'est la conjonction de ces 3 facteurs-là qui fait que les prix sont élevés à la base. Et ensuite, évidemment, c'est le fait pour les entreprises de voir qu'on peut se faire des marges extrêmement élevées en Israël, beaucoup plus élevées que les normes internationales, et augmenter les prix sans pour autant qu'il y ait véritablement d'effet sur la consommation. Donc on dit à ce moment-là que la demande est inélastique, puisqu'elle ne se modifie pas si le prix augmente, tout simplement parce que les Israéliens ne s'y connaissent pas assez, et c'est donc pour ça que les prix non seulement sont élevés, mais ne cessent de grimper.
Mais pourquoi c'est le cas ? Qu'est-ce qui empêche l'économie israélienne d'évoluer ? Ce qui est vraiment très très particulier sur l'économie israélienne, c'est que même si on est très très fiers de nous avec notre high-tech, qui est effectivement un succès remarquable au niveau mondial, avec beaucoup de technologie, beaucoup d'inventivité, avec cette capacité qu'on appelle en Israël celle qui est de penser en dehors des cadres, eh bien quand il s'agit d'ordonner les grosses masses économiques, donc ce qu'on appelle la macro, là on est beaucoup moins inventif et on est beaucoup plus archaïque. Mais d'où cela vient-il ? Y a-t-il des raisons historiques ? Il faut comprendre qu'en Israël sont juxtaposées ou cohabitent plutôt plusieurs couches historiques de développement économique qui n'ont pas toutes avancé au même rythme et c'est pour ça que l'économie est complètement bloquée et qu'elle ne réussit pas à progresser. On a d'une part une couche entre guillemets qui est tout le contrôle et les normes que l'État avait mis en place au moment où l'économie était totalement administrée en Israël. Donc en gros depuis la création de l'État jusqu'à la fin des années 80, on va dire ça grossièrement, début des années 90. Donc toute une série d'institutions, de règles, de normes qui font que le pays est totalement contrôlé. Donc en commençant évidemment par un protectionnisme qui est aujourd'hui assez délirant. Justement, où est-ce qu'on retrouve ces effets de protectionnisme ? Ce protectionnisme s'applique évidemment à l'agriculture avant toute chose. Donc l'agriculture est peut-être une fierté en Israël, mais aujourd'hui elle est beaucoup trop protégée et donc en fait elle n'est plus du tout aussi performante qu'elle a pu l'être. Les rendements agricoles ont cessé d'augmenter il y a déjà plus de 10 ans alors que la population augmente de 2%. Donc on a aujourd'hui un problème d'offre en Israël et toute l'agriculture est complètement sclérosée et protégée par un système d'institutions, le commissariat du lait, le commissariat des plantes, du vivant, le ministère de l'Agriculture. Des taxes douanières très élevées sont appliquées à l'entrée de nombreux produits agricoles, comme, je sais pas moi, l'ail, les pommes, les ananas. Bon, il y a des exemples assez célèbres. Il y a des fruits et des légumes qu'il est tout simplement interdit d'importer complètement pendant 100% de l'année. Donc, ce qui fait qu'il y a une variété de fruits et de légumes en Israël très inférieure à ce qu'on trouve dans le monde. Donc ça, c'est pour l'agriculture. Ensuite, il y a l'industrie. Donc l'industrie en Israël est protégée par un système de standards industriels unique au monde. Donc on a mis au point, juste pour empêcher d'importer des produits concurrents. Je cite toujours le célèbre exemple des sachets de thé. Donc en Israël, il y a un monopole du thé. Donc c'est la société Vysotsky qui règne sur 80% du marché. Vous avez sûrement remarqué quand vous allez au supermarché qu'il n'y a quand même pas un très grand choix et que 80% du rayon, c'est Vysotsky. Eh bien, Vysotsky a réussi à faire adopter dans les années 90 un standard industriel unique au monde qui interdit d'agrafer un sachet de thé avec une agrafe en métal sous prétexte que c'est très dangereux pour la santé. Bon, donc apparemment, le monde entier boit du thé qui est très dangereux pour la santé et donc ça a permis d'interdire à l'importation tous les thés concurrents. Ces standards industriels ne s'appliquent pas qu'à l'alimentaire, ils s'appliquent absolument à tout, depuis les cartables des enfants, en passant par les climatiseurs, mais aussi les poussettes, les téléviseurs, tous les produits d'électroménager. Tout ça étant fait évidemment pour protéger l'industrie locale qui du coup est vieillissante, peu productive, pas très innovante. Donc ça, c'est le deuxième type d'obstacle. Le troisième type d'obstacle qui s'applique également à l'industrie alimentaire, c'est la cache-route, qui est particulièrement stricte en Israël et pas spécialement pour des raisons religieuses, puisque de nombreux produits qui sont consommés, y compris par des gens strictement pratiquants à l'étranger, ne sont pas considérés comme cachers en Israël. Une fois de plus, c'est une façon de protéger la production locale et d'empêcher des produits concurrents de rentrer. Et donc, si l'on regarde l'ensemble de toutes ces règles, plus évidemment des tarifs douaniers qui sont souvent très élevés, on se rend compte qu'on a un marché qui est protégé par des règles extrêmement protectionnistes qui rendent le marché très souvent très difficile à pénétrer. Et pour les importateurs, c'est extrêmement sportif. Yael Ifram explique les raisons historiques qui ont entraîné la création de monopoles. Lorsque le pays a été privatisé, enfin lorsque le Likoud est arrivé au pouvoir dans les années 80
et qu'on a commencé à libéraliser l'économie. Puis lorsque Binyamin Netanyahou est arrivé au ministère des Finances et que là, on a vraiment eu le bond en avant d'Israël, eh bien là, on a privatisé l'économie israélienne par pan entier sans que le régulateur ne fasse ce que l'on fait d'habitude, c'est-à-dire lors des privatisations, garantir les conditions de la concurrence, vérifier que des monopoles n'émergent pas, faire entrer des nouveaux entrants sur le marché. Tout ça n'a pas été fait, si bien qu'un très très grand nombre de monopoles ont vu le jour en Israël et qu'on sait très bien que dans un petit pays, s'il y a déjà tant de monopoles, c'est très très compliqué après de faire rentrer de la concurrence. Donc l'existence d'un si grand nombre de monopoles dans une économie qui était petite il y a encore 20 ans, mais qui aujourd'hui est quand même un pays de 10 millions d'habitants, fait que forcément, comme dans les règles économiques classiques, le monopole est tout seul sur son marché. Il peut se permettre de percevoir un prix élevé. Il n'y a pas de concurrents, ou du moins quand il y en a, ils sont trop petits pour pouvoir le menacer. Et donc ça, c'est un deuxième élément. Elle me parle alors d'un élément psychologique, l'évolution de l'attitude des consommateurs en Israël. C'est une population qui a accédé en très très peu d'années à une société de consommation complète en partant d'une économie qui était dirigée il y a encore une trentaine d'années. Et donc du coup, l'État n'a pas du tout fait son travail, qui est d'éduquer les consommateurs, de leur apprendre à consommer, à ne pas gâcher, à étudier les rapports qualité-prix, à exiger de la bonne qualité, si bien que les Israéliens consomment de façon un petit peu désordonnée, en achetant trop, en gâchant énormément, en ne sachant pas exactement qu'est-ce que c'est le qualité et qu'est-ce que c'est le prix, et en tout cas certainement pas en sachant évaluer un rapport qualité-prix, parce que ça s'apprend. La société de consommation, c'est un monde complexe dans lequel on doit apprendre à s'orienter et à agir et à prendre des décisions raisonnées et cohérentes, et tout ça n'existe pas. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, en Israël, on est dans une situation très très compliquée, avec beaucoup de blocages, et chaque gouvernement qui est élu annonce systématiquement qu'il va lutter contre les monopoles et contre le manque de concurrence, et évidemment ne le fait pas, parce qu'il faut beaucoup de courage politique pour démanteler les monopoles et pour s'attaquer à ce manque de concurrence. Pourquoi a-t-on l'impression qu'il n'y a pas de volonté de changement de la part des divers gouvernements ? Alors aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu particulière, effectivement, puisque les élections approchent. Donc les élections vont avoir lieu le 1er novembre. Et le coût de la vie a quand même fini par occuper le devant de la scène, parce que tout simplement l'inflation mondiale est particulièrement douloureuse en Israël, puisque les niveaux de prix sont donc plus élevés d'environ 30% qu'en Europe, donc c'est déjà énorme. Donc toute hausse de prix est beaucoup plus douloureuse, et aussi parce qu'on a connu cette année en Israël un bond phénoménal des prix de l'immobilier qui pèse énormément sur le budget des ménages, et qui fait que la consommation devient très compliquée, les arbitrages deviennent très complexes. Et donc face à cela, évidemment, les hommes politiques sont quand même obligés d'avoir un discours ou de proposer des mesures. Le bilan du gouvernement sortant est quand même un bilan qui est mitigé, même si on ne peut pas du tout dire qu'il n'ait rien fait. Donc on a quand même eu un grand nombre de réformes qui ont été mises en chantier, et on a quand même eu des réformes qui ont avancé, la réforme de l'importation, la réforme des standards industriels. Alors oui, on ne voit pas tout aujourd'hui, et de très nombreux produits ont été exclus, ont été exceptés de toutes ces réformes, mais il faut quand même espérer qu'on en verra quelque chose. Le problème, c'est qu'évidemment, l'inflation avance plus vite que les réformes, et que d'avance, elle a déjà mangé tous les avantages financiers que les ménages pourraient tirer de ces éventuelles réformes. Donc il y a fort à parier qu'elles auront finalement en fin de compte un effet qui restera assez modéré, mais ce qui est important, c'est de montrer qu'on peut faire ces réformes et qu'il faut encore les accentuer. Quelles seront les propositions des différents partis politiques par rapport au coût de la vie? Pour l'instant, on n'entend rien, mais on est encore trop tôt dans la campagne, donc il faut espérer que quelqu'un s'en occupera. Pourquoi, selon vous, il n'y a pas de révolte populaire face à cette situation de plus en plus difficile ?
on a eu un embryon de mouvement social, en particulier lorsque les premières hausses de prix ont été annoncées, donc un effet de sidération, un peu comme ça, et puis des gens qui ont prévu de descendre dans la rue, mais une fois de plus, ça n'a rien donné. Les mouvements sociaux, c'est très compliqué à mettre en place en Israël, tout simplement parce que le pays est à la fois grand et petit, que les gens sont très peu organisés au niveau local, tout le pays est en quelque sorte nationalisé, tous les partis sont nationaux, il n'y a pas de district, de canton ou de département, et donc la politique se passe à Jérusalem et à Tel Aviv. Du coup, c'est compliqué d'organiser les gens pour un mouvement de protestation. Et puis, tout simplement, on ne sait pas très bien quel message tenir à leurs différentes personnalités, dont par exemple cette jeune fille, Hadar Mukhtar, qui a émergé et puis qui a l'air de redescendre aussi vite qu'elle est montée, avec un mouvement des jeunes en colère, réclamant des baisses de prix, mais en fait, ils n'ont pas grand-chose à proposer, hein. C'est quand même des problématiques assez complexes. Il y a aussi Abir Kara, donc ancien chef du mouvement des Shulman, donc les indépendants en Israël, qui a monté un parti où nous promet toutes sortes de réformes économiques. Le professeur Zelira, qui se représente à nouveau pour la deuxième fois, mais qui risque de n'avoir pas beaucoup plus de succès que la première. Donc en fait, on se rend compte que l'offre politique est assez faible, que personne n'a véritablement l'intention d'attaquer ce problème, plutôt de l'effleurer, et qu'au niveau des citoyens, l'organisation n'est pas encore suffisante. Et en tout cas, il n'y a pas de leadership sur ce sujet. Donc il faut espérer qu'émerge un mouvement plus structuré dans les années à venir, dans les mois à venir, hein, puisque les prix ne font qu'augmenter. Forcément, je pense que la colère va s'accentuer. Et il faut aussi espérer que ce mouvement aura des messages, aura quelque chose à dire au-delà de « on en a marre », parce qu'on en a marre en Israël, ça donne deux mesurettes qu'on oublie le lendemain et puis on passe à la crise suivante. Donc cette problématique du coût de la vie est vraiment devenue une problématique extrêmement lourde en Israël. On ne peut pas du tout en faire l'économie. Des ménages sont en train de s'endetter très lourdement. Le prix de l'immobilier rend inaccessible la propriété pour de nombreux ménages. Et les prix des biens à la consommation sont tout simplement insoutenables avec un revenu moyen, sachant que le salaire minimum n'a pas augmenté depuis 4 ans en Israël, que le gouvernement n'a pas jugé bon d'augmenter les prestations sociales, craignant un effet inflationniste. Et donc, en fait, c'est un peu compliqué au niveau du pouvoir d'achat des ménages. Yael Ifra a mentionné différentes réformes passées ces derniers mois afin de permettre une plus grande compétition à l'importation et ainsi faire baisser les prix. Plusieurs organismes ont été créés ces dernières années afin de pousser les députés à prendre des mesures dans cette direction. C'est le cas de plusieurs lobbies, lobby Tishin V'Teisha ou à Interes Shelanu. J'ai donc décidé de m'adresser à ce dernier afin de comprendre quel était leur travail, afin de faire passer des réformes et de faire baisser le coût de la vie. Shira Abramovic est la responsable des relations publiques ainsi que de la communication de Interes Shelanu, notre intérêt. Shira, vous pouvez nous raconter des actions que vous avez faites dans le passé pour faire baisser le prix d'un produit ? Pour le dernier budget, on a rentré 4 réformes. Il y avait la réforme de l'alimentation, la réforme de produits cosmétiques, la réforme de l'importation. Et le 4e, c'est les standards. Ces 4 réformes, c'est des réformes que leur base, c'est tout ce qui est bien pour les Européens, tout ce qui est bien pour les Américains. C'est bien aussi pour les Israéliens. Jusqu'à maintenant, on voulait importer quelque chose en Israël. Il y avait besoin de passer Machon Atkanim. Machon Atkanim, l'Institut de normes. Chaque produit d'alimentation, chaque produit de cosmétique, chaque chose, même des poussettes d'enfants, des jouets d'enfants, des fours, ça doit passer. Et tout ça, ça nous coûte de l'argent parce que chaque chose comme ça, d'abord, ça prend du temps. L'importateur, il doit compter encore 1, 2 semaines, 3 mois. Il doit payer le temps que ça lui prend. Tout ça, il calcule dans le prix qu'il nous donne à la fin. Et le test lui-même coûte de l'argent. Même si c'est 10 shekels ou 30 shekels par produit, ça sort beaucoup. Au lieu de 20 shekels, ça coûte 25 shekels. Ça sort beaucoup d'argent à la fin. Et c'est tout ça parce que Israël, elle a des standards spécifiques pour les Israéliens.
En France, le terme de lobbying a tout de suite une connotation très négative, mais pourtant, c'est un acteur très important en Israël. Oui, le lobby en Israël aussi, ça peut se prendre pas bien. Des fois, quand moi je dis que je travaille pour un lobby, ça se prend comme je travaille pour des grandes sociétés qui veulent faire des choses sur le dos du public. Mais le lobby, vraiment, on a 120 Chavrei Knesset. Ils peuvent pas connaître tous les sujets. Ils sont dans beaucoup de Vaadot, ils sont dans la Knesset chaque jour, ils connaissent pas chaque sujet. Ils peuvent pas connaître les sujets, ils peuvent pas connaître tous les numéros par cœur, ils peuvent pas passer des lois quand ils connaissent pas tout. Alors, le lobby, vraiment, nous, pendant la semaine, on voit des Chavrei Knesset avec des députés, avec des Misradei Memshala aussi, et des ministères, pour vraiment leur expliquer les choses. On arrive, on a notre papier de recherche, ça nous prend beaucoup de temps de faire la recherche, de voir vraiment tous les sujets, et on leur explique vraiment qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on a besoin qu'ils font pour le public. Ils savent pas toujours qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que l'on peut vraiment faire baisser le coût de la vie en Israël ? Y a-t-il de l'espoir ? Alors, ça dépend quel jour je nous demande cette question. Mais oui, là, avec les réformes qui doivent passer, qui commencent à passer, vraiment, on espère que les choses vont vous coûter moins cher. Si c'est les alimentations, si c'est les choses qu'on apporte, les jouets d'enfants, les poussettes, les électroniques, tout ça, ça va avoir un vrai impact sur notre porte-monnaie. Beaucoup de touristes cet été ont été surpris par les prix israéliens. Comparé à la France ou à d'autres pays européens, la vie est ici beaucoup plus coûteuse. Est-ce que si l'on regarde l'état de l'économie israélienne avec un peu plus de recul, un regard macroéconomique, les choses seront différentes ? J'ai demandé à Agnès Topiol son avis. Elle est économiste et a travaillé en France pendant des années à l'INSEE. Après avoir fait son alia, elle a rejoint son équivalent israélien, le LAMAS, la Lishka Merkazit Lestatistika, le bureau des statistiques israéliens. Aujourd'hui, elle représente Israël dans des groupes de travail de l'OCDE, cette organisation de coopération et de développement économique qui rassemble 38 pays et qui a pour but la recherche et la mise en place de meilleures politiques économiques. Tout ça afin d'améliorer les économies des pays les plus développés. Agnès Topiol, est-ce que le coût élevé de la vie en Israël a déjà été pointé du doigt par l'OCDE ? Alors oui, ça fait partie des indicateurs qui sont regardés, qui font l'objet de comparaisons internationales. Donc là, en termes de croissance des prix, on va dire que pour le moment, par rapport à d'autres pays de l'OCDE, on se porte pas trop mal. Mais par contre, effectivement, au niveau du coût de la vie, les indicateurs de l'OCDE sont assez clairs là-dessus. Et on sait qu'en Israël, on est plus cher que dans les autres pays de l'OCDE, de l'ordre environ de 37%. Par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE, on est bien plus élevé et on se situe, on va dire, juste derrière un pays comme la Suisse, qui est connu et considéré comme un des pays les plus chers au monde. Et là, pour le coup, c'est vraiment pas quelque chose de positif et c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler puisque non seulement aujourd'hui, si jamais donc on fait une photo, on voit qu'on est plus cher de 37% que la plupart des pays de l'OCDE, mais en plus, c'est une position qui s'est dégradée. C'est-à-dire qu'en 2010, on n'était pas aussi mauvais. On était plus ou moins voisins de l'ensemble des pays de l'OCDE du point de vue de cet indicateur de la cherté de la vie. Mais les prix israéliens ne sont pas la seule chose que l'OCDE pointe du doigt. L'organisme parle aussi du problème de la répartition des richesses. Ce que pointe, oui, l'OCDE, et là, oui, les experts de l'OCDE, c'est que cette situation, elle crée un très gros déséquilibre de la répartition des richesses. C'est-à-dire qu'Israël est un pays qui va bien, beaucoup mieux aujourd'hui et beaucoup plus résilient que la plupart des économies, par exemple de l'Union européenne ou même de l'ensemble des pays de l'OCDE, qui s'est mieux relevé de la crise sanitaire du corona. Mais pour autant, il y a un véritable problème de partage de la richesse et de justice sociale qui fait qu'effectivement les plus démunis ici encaissent beaucoup plus difficilement sans un système très redistributif ou d'aide sociale très développé comme en France, par exemple, les effets de l'inflation, même si elle est plus limitée, quoi. Alors justement, l'inflation israélienne, comment va-t-elle par rapport à celle des autres pays de l'OCDE ? Et de ce point de vue-là, on est bien obligé aujourd'hui de dire que je parle d'inflation, donc de taux de croissance des prix et pas non de niveau structurel des prix. Israël se porte plutôt mieux que la plupart des pays de l'OCDE, puisque on a plutôt une inflation à 9% pour l'ensemble des pays, qui est de l'ordre à peu près de 6% pour la France, et en Israël, pour le moment, elle est plutôt autour de 5%.
Et on a déjà des pays comme la Turquie ou enfin d'autres pays comme ça qui ont déjà une inflation à 2 chiffres. L'OCDE encourage Israël à faire des réformes. Pourtant, on a l'impression que ça prend son temps. Oui, mais ça prend son temps ici et ça prend son temps ailleurs, hein, parce que les réformes qui visent, par exemple, à casser les monopoles en Israël ou à essayer d'ouvrir l'économie israélienne davantage aux importations et beaucoup plus à la concurrence, etc., elles prennent du temps parce que ce sont des réformes structurelles qui s'attaquent à des mécanismes de fonctionnement qui existent depuis très longtemps, à des lobbies qui sont puissants, etc. Et donc il faut vraiment une politique volontariste, il faut une stabilité politique peut-être plus importante que celle qu'on a connue jusqu'à présent, et un gouvernement qui a véritablement la volonté de faire avancer ces sujets. Alors pour conclure, en quoi l'économie israélienne diffère-t-elle aujourd'hui des autres économies de l'OCDE ? C'est une économie qui va relativement bien. Enfin, je veux dire, les fondamentaux du pays sont bons et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas nier. On le voit du reste dans les perspectives de l'OCDE pour 2022. On voit bien que c'est une économie en fait qui est très résiliente, qui s'est remise relativement rapidement après la crise sanitaire, et on le voit aussi bien en termes de croissance que sur le marché du travail, avec un retour quasiment aux chiffres qu'on avait avant le début du corona, voire même qu'ils les ont dépassés. Ce qu'on peut citer aussi, c'est la consommation, incroyable consommation qui a atteint des sommets là au cours des mois de juillet et d'août. Effectivement, le rapport de l'OCDE cite également sur toute l'année 2021, mais aussi début de l'année 22, comme moteur en fait le secteur de la haute technologie en Israël, qui continue à très bien se porter, même si ils indiquent effectivement que il risquerait de ralentir un peu, ou en tout cas de pas croître au même rythme sur les années qui viennent. Et puis je pense que il y a vraiment des facteurs psychologiques qui sont forts et qui font que un certain nombre de choses se passent différemment qu'en Europe par exemple, quoi. C'est-à-dire que il y a actuellement en Europe une inquiétude très grande sur les conséquences donc de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et des perspectives économiques qui sont pas très optimistes pour la fin de l'année 2022 et pour 2023. On ressent pas encore ça en Israël. Alors effectivement, il y a une augmentation de l'inflation, il y a une remontée des taux justement de la part de la Banque centrale israélienne pour essayer de limiter un petit peu l'augmentation de l'inflation. Mais on ne ressent pas encore en Israël en fait une inquiétude liée autour de toute cette crise mondiale. Alors c'est vrai, dans l'immédiat, la vie est très 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 chère en Israël. La préoccupation première, il faut le dire, c'est le coût de l'immobilier, que ce soit la hausse des loyers ou l'achat d'un appartement. Il faut bien entendu ajouter à cela, pour beaucoup d'Européens, la perte de leur pouvoir d'achat avec un shekel toujours plus fort face à l'euro. Mais en prenant un peu plus de recul, il faut avouer que les chiffres de l'économie israélienne sont très positifs et encourageants. Dans notre dernier podcast sur le monde du high-tech, nous vous avions décrit à quel point ce monde donne une nouvelle et grande stabilité à l'économie israélienne. Le sujet du coût de la vie est au cœur de ces élections et de nombreux organismes œuvrent à trouver des solutions. Beaucoup de ces changements vont être longs et fastidieux, mais le simple fait que ce sujet soit au centre des conversations est prometteur. Et surtout, face à une crise économique mondiale, il ne faut pas oublier que l'herbe semble toujours plus verte ailleurs. Israël aurait-il plus d'atouts que d'autres pays ? C'était Makoré, le podcast de Studio Qualité avec Eliana Gerfinkiel. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et laissez-nous une note de 5 étoiles si vous avez aimé. À très vite au prochain épisode.